Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Hervé Maurey, Monsieur le rapporteur au fond Jérôme Bignon, de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Mesdames les rapporteurs de la Commission des affaires économiques, Sophie Primas, et de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, Françoise Férat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ce projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a pour ambition de donner un nouvel élan à la protection et la valorisation de nos richesses naturelles en conférant force de loi au choix de ce nouveau modèle de développement, de société, à vrai dire de civilisation, agir non plus contre la nature, mais avec elle et la traiter en partenaire dans une chaîne du vivant à laquelle nous appartenons. Créer aussi ces emplois de la croissance verte et de la croissance bleue, c'est-à-dire celle liée à l'eau, que ce soit l'eau douce ou l'eau marine, qui constitue dans le monde d'aujourd'hui notre nouvelle frontière, cette nouvelle alliance entre l'humanité et la nature. Permettez-moi de remercier votre commission de l'aménagement du littoral et du développement urbain de ses travaux, ceux de la commission des affaires économiques et de la commission de la culture et de l'éducation, commission de l'aménagement du territoire, devant laquelle j'ai présenté ce texte en juin dernier, qu'il a minutieusement examiné en juillet, ainsi que vos trois rapporteurs pour l'excellence de leurs travaux. Je voudrais rappeler d'ailleurs qu'en 2007, déjà, deux de vos collègues sénateurs, Pierre Lafitte et Claude Saunier, avaient déposé, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport passionnant sur la biodiversité dont le titre « L'autre choc, l'autre chance » disait à la fois l'ampleur de l'altération des écosystèmes et l'urgence d'agir, ainsi que le potentiel scientifique, technologique et économique remarquable de la diversité du vivant. Le texte qui vous est soumis, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en mars dernier, puis retravaillé par vos commissions, est aussi le fruit d'une implication active des associations, des ONG, que je salue, de toutes les parties prenantes du Conseil national de la transition écologique, que je remercie pour leur contribution et leur vigilance. Il a également fait l'objet, à votre initiative, notamment à celle de Joël Labbé, d'une consultation participative. Tout à fait remarquable, puisque c'est le texte qui a provoqué le plus de participation, avec 50 000 votes, alimentant des amendements dont nous aurons l'occasion de débattre. Je voudrais en féliciter le Sénat, parce que vraiment, ça a été une démonstration tout à fait remarquable, et nous sommes en train encore de regarder d'ailleurs le contenu de ces différentes contributions pour y donner une suite, soit législative, soit même dans d'autres domaines d'intervention. Ce projet s'inscrit, comme vous le soulignez à raison, Monsieur Bignon, dans le même esprit que celui de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. La France se dote, avec ces deux textes complémentaires, d'un cadre législatif le plus avancé en Europe, le plus complet, le plus volontariste. Et ces deux textes donnent corps dans notre pays à cette avancée majeure, pour la première fois explicite dans l'histoire des négociations internationales sur le climat, c'est-à-dire la reconnaissance du lien étroit entre le changement climatique et la biodiversité, entre la prise en compte des impacts du dérèglement climatique sur l'intégrité des écosystèmes terrestres et aquatiques et la valorisation de la biodiversité comme une solution d'atténuation et d'adaptation à la dérive du climat. En effet, l'agenda des solutions qui a accompagné l'accord de Paris et anticipé l'application de cet accord en témoigne, puisqu'il y a eu de nombreux événements programmés sur le sujet et de nombreuses alliances et coalitions internationales signées qui se sont engagées à agir sans délai. Je pense par exemple au Pacte de Paris sur l'eau et l'adaptation au changement climatique dans les bassins versants des fleuves, des lacs et des aquifères, signé par plus de 305 organisations et 87 États, ou alors la promotion des solutions fondées sur la nature, par exemple les actions, comme la France y est engagée, de replantation des mangroves ou de protection des récifs coralliens. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'engager au nom de la France à protéger 55 000 hectares de ces mangroves d'ici 2020, notamment dans les Outre-mer, qui jouent un rôle sur l'atténuation des tempêtes climatiques, et à protéger 75% de nos récifs coralliens, ces écosystèmes fragilisés par le dérèglement climatique et par les pollutions qui remplissent pourtant des fonctions décisives
de nurseries pour la faune aquatique, d'épuration des eaux, de captation du carbone et d'adaptation aux impacts climatiques. Oui, la COP21 a accéléré la prise de conscience des enjeux de la biodiversité et donne un éclairage tout à fait particulier à vos travaux grâce à la prise en compte des relations avec la question climatique. Elle a témoigné aussi d'une volonté d'agir inédite. C'est donc un nouveau contexte, un contexte marqué par l'urgence, car les activités humaines détruisent la biodiversité à un rythme et à une échelle qui ne lui permettent pas de se régénérer. Certains experts parlent en effet d'une 6e extinction de masse. Un rapport de l'Agence européenne estime que 60% des espèces sont en situation défavorable en Europe, où en 30 ans, 420 millions d'oiseaux ont disparu. Je n'accumulerai pas ici les chiffres. Votre rapporteur cite les plus frappants, qui donnent la mesure de l'érosion accélérée due aux activités humaines, d'une biodiversité pourtant vitale, et de la cadence de cette disparition qui excède de beaucoup les capacités de régénération de la nature. Hubert Reeves nous prévient. Nous coupons, dit-il, la branche sur laquelle nous sommes assis. C'est nous qui sommes désormais dans le collimateur de cette destruction. Et donc la reconquête de la biodiversité est impérative. Elle est aussi possible, ajoute-t-il, mais elle nécessite la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, à toutes les échelles. C'est donc l'ambition de ce projet de loi, des plans d'action qui l'accompagnent et de la contribution que vos travaux ont permis pour l'améliorer. Faire de l'urgence une chance en rétablissant avec la nature des relations non seulement harmonieuses mais fructueuses, bonnes pour la santé, bonnes pour l'innovation, bonnes pour l'emploi. Protéger et valoriser notre capital naturel pour faire de la France ce pays de l'excellence environnementale, tel est l'objectif. Car notre pays est l'un des plus riches au monde en merveilles de la nature, et plus particulièrement dans les Outre-mer français, qui concentrent plus de 80% de la biodiversité nationale. Nous sommes, Hexagone et Outre-mer, le numéro 1 européen, en premier rang, donc des pays européens, pour la variété des oiseaux, des mammifères et des amphibiens, et parmi les 10 pays du monde qui abritent le plus grand nombre d'espèces. Nous sommes le 2e domaine maritime de la planète. Nous sommes le 4e pays mondial pour ses récifs coralliens, mais aussi, selon la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature, au 6e rang des pays abritant le plus grand nombre d'espèces menacées. Nous avons donc une responsabilité majeure. Et la loi qui vous est soumise est une loi de mobilisation qui inscrit dans notre droit positif les grands principes opérationnels, qui clarifie et simplifie pour plus d'efficacité, qui crée l'Agence française de la biodiversité, un outil d'expertise et du pilotage unique au monde et qui est en train d'être regardé d'ailleurs avec beaucoup d'attention par les pays européens et au-delà. Cette loi s'accompagne d'actions concrètes, vous connaissez ma préoccupation à ce sujet, d'être très opérationnelle, qui en préfigurent les dispositions qui vont en approfondir la dynamique. Alors bien sûr, la France s'était dotée au fil des ans de moyens de protection, comme le Conservatoire du littoral, les parcs nationaux, les parcs régionaux, les parcs marins, les grands sites, etc. Mais il est évident que pour résister à la très forte pression sur le patrimoine naturel et pour pouvoir en tirer parti sans l'épuiser, eh bien, déjà lors du Grenelle de l'environnement, des initiatives avaient été prises et tous ces travaux au cours de ces années permettent d'aboutir au texte législatif sur lequel nous travaillons actuellement. Alors, 3 grandes valeurs majeures de la biodiversité vont être inscrites, si cette loi est adoptée, dans le Code de l'environnement. 3 grands principes pour agir. D'abord, le premier principe, celui de la solidarité écologique. C'est tout simplement la reconnaissance scientifique des interactions multiples de ces écosystèmes, car la biodiversité, c'est beaucoup plus qu'une collection d'espèces ou une juxtaposition d'espaces. C'est un tissu vivant de la planète au sein duquel tout se tient, tout se soutient et auquel nous faisons partie, nous, les êtres humains. Il ne s'agit pas de mettre la nature sous cloche, bien évidemment, mais au contraire de préserver les capacités d'évolution et d'adaptation du vivant qui constituent notre assurance sur la vie elle-même. Le deuxième principe opérationnel, c'est le triptyque que vous connaissez bien, éviter, réduire, compenser, qui met l'accent sur l'action préventive et sur la notion de valeur écologique, c'est-à-dire anticiper plutôt que réparer après coup. Ça coûte beaucoup plus cher et parfois ce n'est plus possible.
intégrer les enjeux de la biodiversité et les impacts sur l'environnement en amont des projets d'aménagement. Et donc, l'ordre des priorités est clairement indiqué: éviter, réduire, compenser. L'obligation de compenser n'est pas un permis de détruire, mais au contraire une obligation de responsabilité. D'où aussi l'importance de la mise en mouvement des territoires autour des continuités écologiques, des trames vertes et bleues, comme j'ai eu l'occasion de leur dire ce matin, puisque les 400 territoires à énergie positive avaient été réunis, et nous entamons le volet biodiversité de la transition énergétique avec l'arrivée du nouveau fonds de transition énergétique des 250 millions d'euros qui sont la deuxième étape de ce fonds de transition énergétique qui va pouvoir financer dans les territoires les actions liées à la biodiversité et les emplois qui vont avec. Troisième principe opérationnel qui va être inscrit dans le Code de l'environnement: innover sans piller. Parce que pour soutenir l'innovation ainsi que les emplois qui vont avec, en érigeant par exemple contre la biopiraterie un principe de justice, un partage équitable des avantages tirés des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles pour le bénéfice mutuel des habitants, des territoires, des petites entreprises, de la recherche scientifique, et dans tous les secteurs considérables comme celui de l'agroalimentaire, des cosmétiques, de la pharmacie. Certaines entreprises françaises ont commencé à le faire et par conséquent, nous avons là aussi un potentiel de déploiement, de création d'activités nouvelles dans tous ces champs de la recherche scientifique et technique. Je vous proposerai d'ailleurs une disposition qui permettra de s'assurer qu'aucun dépôt intempestif de brevets ne vienne limiter l'accès à des ressources dont il s'agit de partager les bénéfices ou à des savoir-faire utilisés depuis longtemps par certains usagers qui s'en trouvent brutalement privés parce qu'il y a eu des dépôts intempestifs de brevets. Ensuite, l'Agence française de la biodiversité est créée par ce texte. Trop d'instances se sont additionnées au fil du temps. Le projet de loi simplifie, en réunit les missions, en simplifie les structures, avec la création d'une seule instance d'expertise scientifique, qui sera le Conseil national de la protection de la nature, une instance de débat qui rassemblera toutes les parties prenantes, le Comité national de la biodiversité, avec les comités régionaux dans les Outre-mer, où les enjeux de la biodiversité sont stratégiques. C'est donc une innovation majeure, un outil très attendu que crée le texte qui vous est soumis. C'est un engagement du président de la République lors de la conférence environnementale de 2014, une forte demande des ONG et une continuité du Grenelle de l'environnement. Pour qu'elle puisse être opérationnelle dès la promulgation de la loi, j'ai installé, vous le savez, dès octobre 2014, une mission de préfiguration qui a travaillé énormément pour que l'agence soit en mesure d'exercer dès sa création les missions qui vont lui incomber en matière d'appui technique, de conseil, d'expertise, de mobilisation des moyens en faveur de la biodiversité terrestre, marine et aquatique, de gestion des aires protégées et d'appui aux missions de la police de l'eau, de formation initiale et continue, et enfin de référence et de représentation dans les instances européennes et internationales. J'ai réuni en février dernier un atelier sur la déclinaison dans les Outre-mer des objectifs de la future agence. Un séminaire avec tous les partenaires de l'agence s'est tenu les 22 et 23 mai à Strasbourg, dans le cadre d'une démarche de co-construction à laquelle je suis très attachée et qui a témoigné d'une ambition partagée par tous. Les professionnels de la biodiversité, notamment dans les secteurs économiques, ont été étroitement associés à la réflexion des services attendus de l'agence, notamment lors des assises de la biodiversité qui se sont tenues à Dijon les 10 et 11 juin dernier. Ces bases ont été formalisées dans un rapport qui a été rendu le 25 juin, puis dans le complément relatif aux déclinaisons de l'agence dans les Outre-mer qui a été remis en juillet. L'agence bénéficiera de 60 millions d'euros qui s'ajouteront à son budget de l'ordre de 230 millions d'euros au titre des investissements d'avenir. Car la biodiversité est un investissement d'avenir. Elle regroupera, vous le savez, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels, l'Agence des aires marines protégées, l'établissement public des parcs nationaux de France, avec la mise en place de services communs assurés par l'agence. Elle privilégiera une logique de réseau avec des organismes intégrés pour faire des économies de fonctionnement, avec des organismes rattachés,
avec d'autres avec lesquels elle passera des conventions de partenariat, comme avec le Muséum national d'histoire naturelle, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'IFREMER, le Centre d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité et l'aménagement. J'ai bien entendu que nombre d'ONG et certains d'entre vous auraient souhaité que l'ONCFS y soit intégré au même titre que l'ONEMA, mais j'ai la conviction qu'une bonne contractualisation des relations de l'Office avec l'agence, ainsi que le rapprochement des équipes dans l'action sur le terrain, permettront de dépasser les blocages institutionnels et créeront une dynamique beaucoup plus positive et beaucoup plus économe en temps. Cette agence sera le lieu de l'excellence, de la recherche et des actions volontaristes en lien étroit avec tous les territoires, donc en nouant aussi des partenariats avec toutes les organisations qui ont été créées par les départements et par les régions. Elle donnera une meilleure visibilité à la stratégie française. Elle va décloisonner aussi les politiques de l'eau et de la biodiversité et mettre au service de tous les acteurs un instrument unique intégré en appui de leur action. Alors, pour avancer également, je vous proposerai un amendement corrigeant une disposition de la loi de modernisation de l'action publique qui affecte aux communes la compétence de gestion des eaux et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, car elle ne permet pas aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leurs compétences à un syndicat ou à un établissement public de lever la taxe qui a été instaurée. Il s'agira là de supprimer un frein inutile et de rendre plus cohérent notre organisation territoriale. Je vous proposerai aussi une rédaction plus souple qui permettra l'adoption région par région d'un dispositif sur mesure en fonction des demandes des nouveaux exécutifs régionaux pour organiser de façon souple, sans imposer une structure identique dans chacun de territoires, parce que ce qui compte, c'est l'efficacité de l'action. Je tiens à souligner d'ailleurs que toutes les collectivités sont concernées et par les objectifs de ce projet de loi et par les outils qu'ils mettent en place, les départements jouent à ce titre un rôle important avec la gestion des espaces naturels sensibles. Et je sais que nombre d'entre vous connaissez très bien ces questions et que vous avez à cœur d'approfondir les liens à venir entre l'agence et ces espaces. L'élargissement du champ de compétences des agences de l'eau à la biodiversité et au milieu marin va permettre aussi d'apporter des moyens financiers supplémentaires. Un volet très important aussi dans ce texte porte sur les paysages, leur protection, leur valorisation, en englobant dans une action vigoureuse, au-delà de nos sites remarquables, les paysages du quotidien qui concernent directement la qualité de vie des Français et qui contribuent si puissamment à forger l'image de la France. C'est un capital paysager qui est le bien commun des Français, auquel ils sont très sensibles. C'est une part de notre histoire, de notre identité commune qui s'y rattache. Et par conséquent, je souligne d'ailleurs que je remettrai prochainement, le 3 février, le Grand Prix des paysages pour faire en sorte aussi que ce patrimoine national soit définitivement reconnu, car les citoyens du monde doivent prendre soin de leur jardin planétaire et avoir le droit d'en partager les beautés. Il y a dans ce texte aussi l'approche des relations entre la biodiversité et la santé. Alors je sais que pour certains Français, la biodiversité apparaît encore comme un terme un peu abstrait, quelque chose de complexe. C'est pourtant très concret, la biodiversité. Ça concerne directement la santé de tout un chacun. Car une nature malmenée par le dérèglement climatique et les pollutions, ce sont aussi des risques sanitaires accrus. C'est pourquoi ce projet de loi intègre la relation entre la santé et le bon état de la biodiversité, par exemple, en facilitant le recours au traitement naturel de l'eau, en interdisant le rejet en mer des eaux de ballast non traitées. Le génie écologique, avec les emplois qui vont avec, protège la santé en encourageant l'utilisation de solutions fondées sur la nature qui empêchent le développement de maladies transmises par des vecteurs biologiques et qui agit sur le maintien des équilibres entre les espèces. Ce sont d'ailleurs toutes ces démarches qui sont encouragées par le plan santé-environnement pour la période 2015-2019. Le texte qui vous est soumis ainsi que les plans d'action qui l'accompagnent et qui l'ont anticipé se fixent des objectifs de santé publique à travers notamment la réduction de l'utilisation des pesticides en développant les activités aux pesticides comme le montrent les territoires engagés dans la démarche Terre saine commune sans pesticides,
en mettant en place des périmètres d'interdiction d'épandage autour des écoles et des lieux sensibles, conformément aux recommandations de la dernière conférence environnementale. Même objectif, celui de la santé publique, avec la restauration de la qualité écologique des eaux marines, la réduction des déchets et des polluants qui contaminent le milieu marin. Vous le savez, dès 2016, les sacs plastiques à usage unique seront supprimés. Aux caisses, début 2017, sacs plastiques non biodégradables interdites, car non seulement ils défigurent les paysages, mais les micro-déchets de plastique passent au travers des systèmes d'épuration. Les actions d'accompagnement de la loi. Ça, c'est très important pour que, effectivement, ceux avec lesquels vous êtes en contact sur vos territoires et qui vous interrogent sur les travaux parlementaires puissent être directement partie prenante de ces actions. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les territoires à énergie positive que vous connaissez, puisque vous en êtes très souvent le relais, la dimension financement des actions de la biodiversité est mise en place, puisque je les ai réunis aujourd'hui, le développement de l'éducation à l'environnement également. Et j'en viens maintenant à la filière de développement économique, parce que c'est une des préoccupations majeures que je porte dans ce texte. Comment utiliser ces enjeux sur la biodiversité pour créer des emplois dans le domaine de la croissance bleue et de la croissance verte? C'est un objectif essentiel. J'ai évoqué l'importance de l'océan, thermostat de la planète. J'ai évoqué aussi la croissance verte, et nous l'avons vu dans le cadre de la transition énergétique. Il est évident que l'innovation scientifique et technologique, le développement de filières d'avenir, la création d'emplois ancrés sur les territoires peuvent de plus en plus s'appuyer sur ces phénomènes de transition. À court terme, les emplois directement liés à la protection et à la gestion de la biodiversité dans les parcs nationaux et régionaux, dans les aires marines protégées, atteindront le chiffre de 40 000 emplois. Les différents métiers du secteur des jardins et des paysages représentent aujourd'hui plus de 150 000 emplois sur un marché de 10 milliards d'euros. Les activités fortement dépendantes de la biodiversité et ses services écosystémiques comme la pêche, l'agriculture, la sylviculture et la première transformation pèsent en France pour 2 millions d'emplois. Les emplois indirects induits par la protection et la valorisation de la biodiversité, tourisme, filière bois, cosmétiques, se chiffrent à près de 5 millions. Le secteur en plein essor du génie écologique regroupe déjà un demi-millier d'entreprises et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards d'euros. Les travaux du 10e programme des agences de l'eau soutiennent en moyenne 70 000 emplois. Je donne ces chiffres pour vous donner une idée du poids économique actuel de la biodiversité et du potentiel d'activité et d'emploi. Et c'est aussi ce tournant que la loi sur la biodiversité, la nature et les paysages doit permettre d'accélérer, d'amplifier et d'approfondir en facilitant la création d'un réseau de start-up et de PME à la pointe de l'ingénierie écologique dans le secteur du biomimétisme et de la bio-inspiration, qui ont déjà à leur actif de formidables découvertes scientifiques. Pour terminer, je voudrais citer cette belle phrase de Robert Barbeau qui disait ceci: « La biodiversité est une véritable bibliothèque d'innovation auprès de laquelle les bibliothèques de nos pays ne représentent même pas un bout d'étagère. » Autre découverte passionnante, la chimie verte a franchi les hydrocarbures qui misent sur la nature et sur l'industrialisation des bioprocédés. Et c'est pourquoi le programme des investissements d'avenir soutient ces démarches avec l'appel à projet Initiative PME Biodiversité, lancé dans le cadre de son action sur les démonstrateurs de la transition écologique et énergétique, avec les trophées de la stratégie nationale de la biodiversité. Beaucoup d'exemples pourraient encore être cités, et permettez-moi pour conclure 2 remarques. La première, c'est qu'il s'agit de doter notre pays d'une loi d'action et de mobilisation de toutes ces forces vives. Et la deuxième, c'est que nous devons en effet simplifier les dispositifs, et j'ai été très attentive aux observations que vos commissions ont faites, notamment lorsqu'ils ont déploré que le texte de loi leur demandait aux sénateurs 15 articles, 15 habilitations légiférées par ordonnance, donc après un travail accéléré prenant en considération vos observations. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il n'y aura aucune demande de ma part d'articles d'habilitation à légiférer par ordonnance.
car en examinant personnellement une à une ces 15 ordonnances, il y en a certaines dont j'ai accéléré la rédaction qui seront donc intégrées dans le projet qui vous est soumis. La deuxième catégorie, ce sont les ordonnances qui ne sont pas vraiment utiles au sujet qui nous préoccupe et que j'ai donc éliminées. Et la troisième, il y avait un certain nombre de dispositifs qui peuvent être parfaitement réglés par circulaire ministérielle, ce que j'ai donc immédiatement rédigé. Et donc, j'ai le plaisir de vous dire qu'il y a donc la suppression de 15 articles d'habilitation à légiférer par ordonnance. C'est ma façon de vous montrer à quel point je suis sensible à la qualité de vos travaux et à mon souci de co-construire avec vous cette loi magnifique qui va donner à notre pays un nouveau potentiel de création d'activités et d'emplois. Merci, Madame la Ministre.